La vie de Red Skelton. En octobre 2024, quelque chose est apparu sur Tubi qui a fait arrêter 2 millions de personnes de défiler. Pendant plus de 40 ans, ces images sont restées cachées dans les coffres des studios. Le réseau les a qualifiées de trop émotionnelles pour être diffusées. Red avait transformé sa dernière performance en une confession intime. Il s'est adressé directement à la caméra comme s'il parlait à son thérapeute. Il a révélé des tragédies familiales, des mensonges de carrière et des échecs personnels. Les spectateurs ont dit que c'était comme lire le journal intime de quelqu'un. La question est, pourquoi ont-ils finalement décidé de le diffuser ? Les débuts difficiles. Red Skelton est né le 18 juillet 1913 dans une cabane exiguë à Vincennes, dans l'Indiana, seulement 2 mois après le décès de son père d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 37 ans. Son père avait été clown dans le cirque Hagenbeck Wallace, mais la joie qu'il apportait aux autres n'a jamais atteint son propre foyer. Après sa mort, la mère de Red s'est retrouvée seule pour élever 4 garçons avec rien d'autre que du courage. Ils ont perdu leur petit magasin et ont été contraints de compter sur les voisins et la gentillesse pour simplement survivre. Red portait des vêtements en lambeaux, se couchait le ventre vide et supportait le poids d'être l'enfant le plus pauvre de l'école. Mais il a appris très tôt qu'un rire bien placé pouvait adoucir n'importe quoi. Il a fait de l'humour son bouclier, non pas pour impressionner, mais pour survivre. Cette fin est restée avec lui, façonnant non seulement son visage, mais sa voix, son timing, sa vérité. À 7 ans, Red se tenait au coin des rues pour vendre des journaux à 300. Il faisait des blagues pour augmenter ses ventes. Parfois il chantait, parfois il balayait, parfois il mendiait. À 10 ans, il jonglait déjà avec plusieurs emplois. Livrer de la glace, porter des cigares, frotter du linge, parcourir de longues distances juste pour apporter quelques pièces à la maison. Il a vu des mères mettre en gage leurs alliances pour acheter du pain. Il a vu des enfants aller à l'école sans chaussures. Sa propre scolarité était dispersée, coincée entre des quarts de travail et des revers. Mais chaque minute passée à rire avec des étrangers était une leçon dont il se souvenait. Il est devenu connu dans la ville, non pas pour ses notes, mais pour la façon dont il pouvait faire rire un homme, au dos brisé comme un enfant. L'apprentissage du spectacle. À l'âge de 10 ans, il s'est enfui avec un spectacle de médecine, il a rejoint le doc Harry Lewis et a passé son été à vendre des bouteilles de faux remèdes miracles pour 10 $ par semaine. Il dormait dans des granges et des chariots et gagnait à peine 8 $, mais envoyait chaque dollar à sa mère. Un soir, il a glissé de la scène et a brisé une caisse de verre. La foule a ri. Red a réalisé alors que même les erreurs pouvaient être magiques si on les laissait faire. Il est resté avec le spectacle de médecine pendant 4 ans, ramassant des tours, des gags, des accents, de la jonglerie, de la pantomime, des outils qui le suivraient pour toujours. Il a appris à être pauvre sans amertume, à performer sans applaudissements et à rire sans raison. Il n'a jamais rencontré son père, seules des histoires subsistaient, elles dépeignaient un homme avec du maquillage gras et de l'épuisement. Un homme qui s'est effondré trop tôt d'une vie qui prenait plus qu'elle ne donnait. Mais Red s'accrochait à ces histoires comme à des écritures saintes. Dans chaque tente de cirque qu'il croisait, dans chaque miroir de loge dans lequel il se regardait, il cherchait un père qu'il n'avait jamais touché. Quand les nuits étaient froides et que le rire était parti, cette douleur persistait. Il a dit un jour que sa comédie n'était qu'un moyen de ramener ceux qui manquaient à la maison. Cette blessure a façonné tout ce qu'il a fait, la montée vers la célébrité. À 15 ans, il a abandonné l'école. Il avait 135 $ dans sa poche et une vague promesse d'un comique burlesque à Chicago. En faisant de l'autostop hors de Vincennes, il emportait avec lui une valise, un rêve et le souvenir du hochement de tête silencieux de sa mère. Elle ne l'a jamais arrêté. Elle comprenait que certains enfants courent vers quelque chose parce qu'ils ont déjà vu ce que signifie être laissé derrière. Red acceptait n'importe quel engagement qu'il pouvait trouver. Des cirques aux boîtes de nuit, des arrière-salles au trottoir, il a travaillé pendant la Grande Dépression comme un homme courant contre une horloge. À 16 ans, il tournait avec le cirque Hagenbeck Wallace, le même que celui où son père avait marché autrefois. Il n'appartenait pas seulement sous le chapiteau, il le respirait. La sueur, la peur, le silence avant qu'une chute de punchline. C'est là que Red est devenu plus que drôle. C'est là qu'il est devenu réel. Il a rejoint un numéro de vaudeville muet appelé les Merry Mutes en tant que batteur. À seulement 16 ans,
Red n'était pas autorisé à parler sur scène. Au lieu de cela, il mimait, dansait, plissait les yeux, glissait et tombait. Il copiait les animaux. Il copiait les acteurs. Il copiait la douleur. Il était payé 5 $ par semaine. Mais ce qu'il a appris valait plus. Il a découvert le pouvoir du silence, d'un regard, d'un trébuchement. Son visage est devenu une carte de tout ce qu'il ne pouvait pas dire en tant qu'enfant. En 1931, lui et Bud Jones ont ajouté des mots à leur numéro. Red faisait des imitations de Clark Gable qui faisaient rugir les foules. Il gagnait 75 $ par semaine, inouï pendant la dépression. Mais ensuite Bud a triché et le numéro s'est effondré. Red était écrasé. Il a perdu non seulement un emploi, mais un rythme. Mais dans les ruines de cette rupture, il a rencontré Edna Stilwell, une ouvreuse dans un théâtre qui pouvait écrire une chute plus tranchante que la plupart des hommes à la radio. Ils se sont mariés en 1934. Elle avait 19 ans. Il avait 21 ans. Mais Edna avait un esprit pour les affaires et une plume pour la comédie. Ensemble, ils ont créé Guzzler's Gin, un sketch sur un ivrogne cachant son alcool de sa femme. Les foules ne pouvaient pas en avoir assez. Les clubs de Chicago ont commencé à appeler. Ce sketch est devenu la porte d'entrée. Edna réservait des engagements, écrivait du matériel et poussait Red plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait. Il gagnait 2000 $ par semaine en 1937. L'Opéra Civique de Chicago était bondé juste pour voir ses chutes au visage en caoutchouc et les configurations enflammées d'Edna. Mais derrière le rideau, leur mariage a commencé à se briser. Plus Red montait, plus leur lien se fissurait sous la pression. L'ère de la radio. En 1937, Red a pris un pari et a rejoint une émission de radio appelée The Avalon Time. Il a inventé un paysan parlant lentement nommé Clem Caddiddle-Hopper. Ce seul personnage a tout changé. Les audiences l'adoraient, les cotes d'écoute ont grimpé de 30%. En 1938, les magasins vendaient des produits dérivés de Caddiddle-Hopper. Les enfants copièrent ses répliques. Les parents riaient avec eux. Il avait construit quelque chose dont l'Amérique avait besoin, de l'humour sans cruauté, de l'innocence sans stupidité, un personnage qui vous faisait vous sentir en sécurité et idiot à la fois. En 1941, Red a obtenu sa propre émission sur NBC. Elle s'appelait The Red Skelton Show et atteignait 20 millions d'auditeurs par semaine. Ce n'était que 15 minutes par épisode, mais il remplissait chacun avec plusieurs voix, personnages, routines. Willie Lumpump, Junior Hill, le méchant petit enfant. Sketch après sketch. Les gens ne pouvaient pas en avoir assez, mais tout ce succès avait un prix. Red travaillait sans arrêt. Il écrivait, il performait, il réécrivait, il s'inquiétait jusqu'à une nuit en 1943, lors d'une diffusion en direct, où il s'est effondré. Il pensait avoir entendu la voix de son père dire « Continue ». Il ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas se tenir debout. Il a été retiré de la scène et l'émission s'est arrêtée. Les médecins ont dit que c'était de l'épuisement. Red a appelé ça le pire moment de sa vie. Mais quand il est revenu, sa comédie était plus sombre, plus profonde. Il y avait quelque chose dans sa voix maintenant qui n'était pas là auparavant. Les années Hollywood. La montée de Red Skelton chez MGM a commencé discrètement en 1940, mais elle n'est pas restée discrète longtemps. Un recruteur de talent du studio l'avait vu performer ses routines signatures à la radio et ils l'ont signé sans hésiter. Son premier rôle au cinéma dans Flight Command n'a pas fait beaucoup de bruit, mais quand il est apparu dans Dr. Kildare's Wedding Day en 1941, tout a changé. En seulement 2 jours, il a tourné une scène de pantomime d'ivrogne qui a donné l'impression que tout le film lui appartenait. Lou Ayres, la vraie star, a dit plus tard que Red avait volé le film. Les audiences ne se contentaient pas de rire, elles revenaient. MGM l'a vu instantanément. Ils ont commencé à le mettre dans tout ce qu'ils pouvaient, pariant qu'Even, un scénario faible, pourrait fonctionner si Skelton était dans la distribution. En 1943, Red a reçu son propre rôle principal de comédie dans Whistling in Brooklyn. Et le box-office n'a pas hésité. Le film a rapporté 2,5 millions de dollars à l'époque, ce qui représenterait plus de 40 millions de dollars aujourd'hui. Mais juste un an plus tard, pendant le tournage de Bathing Beauty, en 1944, Skelton a reçu une nouvelle qui l'a changé pour toujours. Son fils en bas âge Richard avait la leucémie. Il n'a dit à personne au studio.
À l'écran, il était le même vieux Red. Hors caméra, les membres de l'équipe le trouvaient parfois en train de pleurer seul dans les coins. Il a continué le tournage. Le film a été un succès. Mais le chagrin ne l'a pas quitté. Richard est décédé en 1958 à seulement 9 ans. Red a dit que cela a tout changé. En 1948, The Fuller Brushman est sorti et a vendu plus de 15 millions de billets dans le monde. Cela aurait dû être le sommet de sa carrière au cinéma. Son personnage, un vendeur de porte-à-porte maladroit mais attachant, faisait rire les gens si fort que les cinémas devaient rejouer des scènes juste pour laisser le rire se calmer. Mais Red ne célébrait pas. MGM l'avait sous un contrat serré. Il le faisait travailler à travers la maladie, à travers le chagrin, à travers tout, la révolution télévisuelle. Puis vint la télévision. Le 30 septembre 1951, The Red Skelton Show a été diffusé pour environ 30 millions de téléspectateurs. Cette première nuit avait tout, sketch de mimes, blagues de soldats, musique en direct. Les gens ne pouvaient pas croire que tout était en direct. C'était l'une des premières émissions diffusées d'un océan à l'autre en utilisant un nouveau système de câble coaxial. L'année suivante, il a remporté 2 Emmy Awards. CBS a essayé de le tempérer, disant que sa comédie était trop visuelle, mais l'audience s'en fichait. L'émission est devenue une tradition hebdomadaire. Ce n'était pas juste une émission, c'était un événement. En 1952, un petit personnage nommé Freddy de Freeloader est apparu. Un sans-abri avec une claudication, un sourire et un cœur. Red lui a donné de la chaleur. Il a dit qu'il avait été inspiré par quelqu'un qu'il avait rencontré alors qu'il était en difficulté à Chicago. Freddy ne parlait pas beaucoup, mais les gens l'adoraient. Ils voyaient de l'espoir en lui. En 1953, le personnage était plus célèbre que certaines stars de cinéma. Mais en 1957, la vie de Red s'est fissurée. Sa femme, Edna, qui était aussi sa manager, a avoué qu'elle avait une liaison avec son producteur. Red a craqué. Il a frappé un mur d'hôtel, s'est cassé la main, a raté 2 épisodes, la presse en a fait un scandale. Les fans ont été choqués. Red avait toujours semblé être l'homme de famille. En quelques mois, il s'est remarié. Mais les dégâts étaient faits. En 1958, Red a introduit un autre personnage, George Appleby, le mari dominé. Il a obtenu d'énormes audiences, jusqu'à 40 millions de téléspectateurs certains soirs. La voix de Skelton a commencé à lâcher après des années de tabagisme, alors il s'est appuyé plus fortement sur la pantomime. Moins de paroles, plus d'action, sa comédie physique s'est aiguisée. Ce n'était pas une faiblesse, c'est devenu la raison pour laquelle les gens regardaient. Le déclin et les épreuves. En 1965, il a atteint un sommet. 50 millions de personnes regardaient chaque semaine. John Wayne est venu pour augmenter les audiences. Skelton a fait des parodies western, a ramené d'anciennes routines, mais le public voulait la télévision couleur. En 1969, CBS a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. L'émission de Skelton marchait encore bien, mais le réseau voulait poursuivre la culture jeune. Ils l'ont remplacé par des émissions de variété audacieuse. Red est passé à NBC pour une dernière saison. Sa dernière émission a été diffusée, le 19 mai 1971. À la fin, il a dit au revoir doucement. Le rire s'est estompé, mais pas l'amour. Cette dernière diffusion n'était pas juste un au revoir à une émission, c'était la fin d'une ère. 2 ans plus tard, en 1973, l'IRS est venu frapper. Il devait 1,2 million de dollars d'arriérés d'impôts. Mauvais investissement, mauvaise gestion. À 60 ans, il a dû vendre son domaine de Palm Springs. Il a repris la route, faisant des spectacles en direct dans les casinos pour rembourser la dette. Puis en 1976, il a organisé un retour. NBC lui a donné quelques émissions spéciales sous le titre Funny Faces. Il a ramené Clem, Cadiddle Hopper, a mis à jour les sketchs, elles se sont bien vendues en syndication, rapportant 500 000 $ et l'aidant à se remettre sur pied. Après la mort de sa deuxième femme, Georgia, cette même année, Red s'est tourné vers la peinture. Il a réalisé plus de 500 portraits à l'huile, la plupart de ses personnages. En 1980, il a organisé une exposition à Las Vegas. Il a vendu 200 tableaux pour 5 000 $ chacun. Ce n'était pas seulement une question d'argent, la peinture était sa façon de faire son deuil, de rester en vie.
les dernières années et l'héritage, mais en 1981, les choses ont vacillé à nouveau. Alors qu'il était en tête d'affiche à l'Hôtel Riviera à Las Vegas, Red s'est effondré dans les coulisses après un spectacle. Il avait rechuté dans l'alcool. Il a failli mourir cette nuit-là. Les amis étaient effrayés. La scène avait autrefois été son médicament, mais maintenant elle l'épuisait. Pourtant il est revenu. Pas parce qu'il devait, mais parce qu'il ne pouvait pas ne pas performer. Plus tard, cette année-là, il a filmé Freddy the Freeloader's Christmas Dinner pour HBO. L'émission spéciale n'a coûté que 200 000 $ à réaliser, mais 5 millions de personnes ont regardé. C'était calme, doux et plein de cœur, tout comme lui. Le 17 janvier 1986, la voiture de Red a percuté un autre véhicule à Palm Desert. Il avait 73 ans et son corps s'est brisé en 12 endroits. Les côtes fissurées, les jambes brisées, le visage meurtri et gonflé. Il est resté à l'hôpital pendant des semaines, des chirurgies ont suivi. Il faisait des blagues à la presse, mais en privé, il avait peur que ce soit fini. En 1990, les médecins lui ont dit que ses poumons défaillaient. Maladie pulmonaire obstructive chronique, trop de cigarettes, trop de décennies. Il a arrêté sur le coup. Il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Dans ces dernières années, il a peint de manière obsessionnelle, plus de 50 000 pièces. Il les a vendues, a donné l'argent aux hôpitaux pour enfants. Le 17 septembre 1997, Red Skelton est décédé. Mais même alors, il n'avait pas fini. La redécouverte en 1986, Lucille Ball s'est tenue devant une foule à Pasadena et a remis à Red le Governor's Award au 38e Emmy Award. Cela faisait 16 ans que son émission avait été annulée, mais personne ne l'avait oublié. En 1989, 3 épisodes manquants du Red Skelton Show ont été déterrés. En 1990, 16 autres ont été ajoutés à une collection VHS appelée The Lost Episode. Ils provenaient de collectionneurs privés, de coffres de vieilles stations, d'endroits où personne n'avait regardé pendant des décennies. En 2013, plus de 200 heures de kinéscope non diffusés ont refait surface en Indiana. Ce n'était pas le genre de clip auquel on s'attendrait. C'était des sketchs censurés dans les années 1950, des routines sur le racisme et les droits civiques qui n'ont jamais été diffusés. Skelton les avait écrits, s'était battu pour eux, puis les avait stockés quand les réseaux ont dit non. Des décennies plus tard, ils sont réapparus, montrant au monde une version de Red qui ne faisait pas que jongler ou mimer, mais qui questionnait et poussait. Son art a également refusé de disparaître. En 2020, des peintures de Freddy the Freeloader se vendaient jusqu'à 1 million de $. Le clochard qu'il jouait à la télévision était devenu un sujet d'art plastique. En 2024, le Paley Center for Media a révélé quelque chose d'autre. Une collection de prises ratées et de bêtisiers de son dernier épisode télévisé en 1971. C'était le genre de séquence qu'il n'aurait jamais pensé diffuser. C'est devenu le cœur des rétrospectives à venir. Et puis est venue la sortie la plus troublante de toutes. En octobre 2024, Tubi a diffusé Red. Skelton, The Farewell Specials, Uncensored Edition. Elle a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs dans sa première semaine. C'était des clips de sa saison 1981-1982. La plupart n'avaient jamais été diffusés. Une scène, une version de 45 minutes de Freddy the Freeloader's Christmas Dinner a révélé du matériel supprimé des propres bandes de Skelton. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, Red pleurait. Les monologues coulaient là où les scripts s'étaient terminés. Il parlait à la caméra comme si c'était une confession. Il parlait de son père, de Richard Jr. Il a dit qu'il n'avait jamais guéri de cette perte. Certains téléspectateurs ont dû arrêter de regarder. C'était trop personnel, comme ouvrir le journal intime de quelqu'un et l'entendre parler. Les séquences ont été restaurées en 4K, ces émissions ont atterri dans le top 10 de Tubi. Les jeunes, dont beaucoup n'avaient jamais entendu son nom, ont découvert ce qu'ils pouvaient faire avec le silence et un sourire peint. L'héritage de Red Skelton continue de vivre, non seulement à travers ses performances immortelles, mais à travers la vérité brute et l'humanité qu'il a partagée avec le monde. Un rappel que derrière chaque sourire se cache une histoire qui mérite d'être racontée.